Entre la France et l'Algérie, décidément, rien ne va plus. Depuis plusieurs mois, les autorités algériennes multiplient les attaques à l'encontre de Paris. La presse, aux ordres, nourrit le vieux discours anti-français. Une ficelle que le régime utilise pour régler leurs comptes et masquer leurs erreurs. Résultat, au lieu de la lune de miel promise par Emmanuel Macron avec Alger, tous les dossiers sont bloqués. Visa, laissez-passer consulaires, accords bilatéraux. Une situation qu'a accepté de commenter Xavier Driancourt, 2 fois ambassadeur de France en Algérie et aujourd'hui président du comité stratégique de la rédaction du Livre Noir. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être chez nous. J'ai une première question pour vous qui avez de l'expérience et un regard constant sur les rapports entre la France et l'Algérie d'un point de vue diplomatique. Est-ce que vous estimez que les relations politiques et diplomatiques entre ces deux pays a atteint un niveau inédit de tension et de mésentente ces derniers mois? Inédit, non, parce que en fait, si on regarde l'histoire des relations franco-algériennes depuis 62, depuis l'indépendance, ces relations sont en dents de scie. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où on se rabiboche, il y a des périodes où on se déteste. Voilà, ça a été tout le temps comme ça. Donc là, il y a eu, sur le quinquennat Macron, le premier quinquennat, il y a eu une période très haussière jusqu'en 2018. Après, les choses se sont dégradées. Après, ça a remonté à nouveau avec le voyage du président de la République à Alger en 2021. Ça s'est dégradé quand le président a fait une interview au Monde dans laquelle il critiquait beaucoup le pouvoir algérien. Aujourd'hui, on est sur une sorte de plateau, ni oui ni non, avec le voyage de Tebboune qui est sans arrêt déplacé, reporté, annulé. Mais est-ce que je me trompe si je dis que depuis quelques mois, on a l'impression qu'il y a une crise? Oui, on est revenu dans une période baissière, pour parler comme les boursiers. Et alors, quels sont les symptômes de cette période? Quels sont les symptômes? Tout simplement la visite de Tebboune qui était annoncée à grand son de trompe comme une visite absolument importante après celle qu'avait faite Bouteflika en 2000, donc il y a 23 ans, elle n'a toujours pas lieu. Il y a eu le communiqué algérien pendant les émeutes du mois de juin, communiqué absolument insensé, appelant le gouvernement français à prendre les mesures pour protéger la communauté algérienne ou franco-algérienne, comme si nous, pendant les événements d'Algérie, le Hirak, nous avions appelé le gouvernement algérien à prendre des mesures pour protéger les Français ou les franco-algériens d'Algérie. J'aurais été immédiatement convoqué, expulsé. Voilà, donc voilà les symptômes de la dégradation. Ce couplet Il y a anti-France. eu la réhabilitation d'un couplet qui n'était plus chanté, qui existait de fait, mais qui a été remis dans le corps du texte et chanté en certaines circonstances, alors que la tradition voulait qu'on ne le chantât que dans des circonstances très limitées. Donc voilà, effectivement, ce sont des signaux faibles qui montrent que la relation a atteint un degré de dégradation, vous employez le terme inédit. Je dirais pas jusque-là, mais en tout cas assez fort. On va dire que c'est signifiant. Oui, et surtout, je ne vois pas comment en sortir, parce que la France est mal avec l'Algérie, la France est mal avec le Maroc, nous sommes mal avec un certain nombre de pays du Sahel, donc c'est quand même toute notre politique dans cette région qui est un peu mise en cause. Et alors, on parle régulièrement de l'hostilité, dernièrement notamment, de la part de la presse algérienne, des politiques algériens envers la France, mais que pense l'Algérien lambda de la France? Je dirais qu'il y a deux attitudes, deux phénomènes. Il y a à la fois le fait que chaque Algérien d'Algérie, et ils sont 43 millions, et sur 43 millions, il y en a un très grand nombre, chaque Algérien a un frère, un cousin, un oncle, une grand-mère en France. Donc les liens avec la France, forcément, ils sont nombreux, forts, ils sont anciens, ils sont ancrés dans la mémoire de chacun pour des raisons familiales souvent. Et en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, la jeunesse algérienne
notamment la jeunesse des villes, qui est arabophone, de moins en moins francophone, ou qui bredouille un français SMS, je dirais. Faut bien voir que depuis la maternelle, on lui bourre le crâne avec des livres, des idées, des messages anti-français, parce que la France a été le colonisateur. Donc voilà, il y a ces deux phénomènes qui sont un peu contradictoires, mais qui sont parallèles. Donc voilà ce que pense l'Algérien lambda. À la fois, on lui dit sans arrêt et on lui répète en permanence que la France c'est l'ennemi éternel, et parallèlement, il sait qu'il a de la famille en France, des amis en France, et que son rêve est de venir boire une bière à Marseille ou à Paris. Hein. Est-ce que je me trompe si je dis que chez les jeunes, par exemple, chaque jeune Algérien a en perspective l'idée d'aller en France pour y travailler, pour y faire des études, etc. Alors, ça, oui, vous avez raison, mais c'est sans doute aggravé par la situation politique actuelle de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est très dégradée aujourd'hui, situation économique qui est très dégradée. Il y avait encore ces jours-ci un article dans une revue consacrée au pétrole et au gaz et qui était assez alarmiste sur la situation économique algérienne. Une situation sociale très tendue et une situation politique extrêmement complexe du fait que le Hirak, cette révolution populaire algérienne en 2019-2020, qui a rassemblé quand même pendant une année plusieurs millions de manifestants, elle a abouti à rien, à la chute de Bouteflika et à son remplacement par un système politique qui a encore davantage verrouillé la vie politique algérienne. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de jeunes qui se disent, à la fois pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire ils ont tous de la famille en France et des centres d'intérêt en France, mais aussi parce que la situation politique n'a pas de perspective positive pour eux, ils se disent à quoi bon rester dans ce pays. Vous dites que l'Algérie n'a pas de perspective positive à un système politique dégradé, alors que ce pays devrait être un moteur du continent africain. Ce pays devrait être un moteur du continent africain. J'employais toujours l'expression lorsque j'étais à Alger que ça devrait être la Californie de l'Afrique. Pour son agriculture, son industrie. Ça devrait être la Californie de l'Afrique ou être à l'Afrique ce qu'est la Californie aux États-Unis. C'est-à-dire il y a une population douée intellectuellement, formée à la fois par la France dans le passé et puis aujourd'hui ouverte sur le monde arabo-musulman et africain. C'est une passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Il y a des ressources naturelles en grand nombre, pétrole, gaz, donc il y a un climat formidable, il y a le soleil, il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout pour réussir. Et pourtant, ce pays ne réussit pas, ne décolle pas. Comment vous l'expliquez, ce déclin, si je puis dire ? Ces perspectives, je les explique par plusieurs phénomènes. Le système politique depuis 1962, qui n'a jamais connu véritablement d'ouverture et de système démocratique. Les élections sont pipées, on connaît les résultats à l'avance. En général, c'est le candidat que l'armée a choisi. Donc un système politique qui est dégradé, une situation économique qui est ce qu'elle est, donc, et puis la corruption, parce que le fait que l'Algérie dispose de beaucoup d'hydrocarbures, ça a généré des tas de gens qui tournent autour du pétrole, du gaz, et c'est un phénomène que malheureusement on trouve aussi dans d'autres pays. Et le fait que toute la politique algérienne se base sur un discours anti-français, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt étant ce que vous venez de décrire, ce nombre de retards et de dégradations politiques ? Les deux vont de pair, mais dans un système qui n'a pas de vraie légitimité démocratique, comme en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne, avec l'élection au suffrage universel, source du pouvoir légitime, dans un système qui n'a pas de légitimité démocratique,
la source de légitimité, c'est le discours anti-français. Parce que ça met d'accord à peu près tout le monde. À propos du président, le président Tebboune, quel président est-il ? Le président Tebboune, il est... Parce que vous parliez de la corruption. Oui, il est... Le président de la République française, le nôtre, Emmanuel Macron, disait dans cet entretien que je citais avec des jeunes, entretien avec le journal Le Monde, il y a moins de 2 ans, il y a 1 an et demi, disait « J'ai de bonnes relations avec Tebboune, mais le problème, c'est qu'il est pris par un système politico-militaire. » Je crois que ça résume assez bien la situation. C'est-à-dire que le président, il est le chef de l'État, mais la colonne vertébrale du système politique algérien, c'est l'armée, depuis 1962. C'est la colonne vertébrale du régime. Sous Bouteflika, c'était l'armée, les services de renseignement. Aujourd'hui, c'est l'armée qui tient le pays. Et donc concrètement, comment ça se met en place ? Ça veut dire que vous parliez des élections. C'est-à-dire que c'est le chef de l'état-major algérien qui, en amont, décide de qui va être élu ? C'est l'armée qui a, qui a son candidat. Et le taux de participation, c'est le seul indicateur. D'accord. C'est pas le résultat du vote qui est l'indicateur, parce que le résultat du vote, en général, on le connaît à l'avance, mais c'est le taux de participation, ce qui est curieux. Et le taux de participation, il a jamais... Alors, on le majore en général, on donne des chiffres un peu grossis. On dit qu'il y a un taux de participation de 35-45%, alors qu'en réalité, il est entre 15 et 20%. Et à propos du système politique, le système politique algérien est calqué sur le système politique français, c'est-à-dire avec un président élu pour 5 ans, un parlement avec 2 une direction chambres. Des finances publiques, des ordres de juridiction, etc. Donc c'est curieux qu'ils ne trouvent pas l'équilibre. Non, mais il faut se rendre compte que ce système calqué sur le système français, c'est la façade. Mais derrière le mur, il y a la réalité du pouvoir et c'est ce que les Algériens eux-mêmes appellent le système. Ils ne parlent pas du gouvernement, ils parlent du système. C'est-à-dire des gens qui gouvernent, mais ce n'est pas le président, le Parlement, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Le système sont les militaires, les services de renseignement. C'est eux qui sont la colonne vertébrale du système politique algérien. Je reviens sur Tebboune. Donc j'en conclus qu'il a assez peu de clés en main pour diriger son pays. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que Bouteflika a été lui aussi... Bouteflika, d'abord, il est resté très longtemps, 20 ans, président de la République. Vous l'avez connu ? Moi, je l'ai connu durant mon premier mandat d'ambassadeur, où il n'avait pas encore eu son AVC, donc il était en pleine forme. Et pendant les 4 années que j'ai passées à Alger, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et dans mon deuxième mandat, il était très diminué physiquement. Mais Bouteflika, il avait une certaine légitimité personnelle du fait de son passé de ministre des Affaires étrangères, de Boumedienne. C'est l'armée qui est allée le chercher en 1999. Et puis il a réussi, comme c'est un politicien très, très rusé, il a réussi à s'appuyer d'abord sur les services de renseignement pour mettre au pas l'armée. Ensuite, il s'est appuyé sur l'armée pour mettre au pas les services de renseignement. Donc il y avait un équilibre extrêmement subtil dont lui tirait toutes les cartes. Et ça explique aussi en partie sa longévité, puisqu'il est resté 20 ans président de la République. Et quelle relation avait-il avec les présidents français ? Il avait une excellente relation avec Jacques Chirac. Et je crois que, je l'ai souvent dit, on a raté, sans doute, dans l'histoire des relations franco-algériennes, on a raté ce moment Chirac-Bouteflika, où Chirac avait en tête de se réconcilier avec l'Algérie. Il avait en tête l'idée d'un traité d'amitié avec l'Algérie, comme De Gaulle avait fait un traité d'amitié avec l'Allemagne. Et je crois que Jacques Chirac était très sincère dans sa démarche. Il était de la même génération que Bouteflika. Ils avaient fait l'un et l'autre la guerre. Donc ils se comprenaient et je crois, s'appréciaient. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites qu'on a raté cet instant ? Mais les 2 septennats quinquennats de Chirac étaient justement parce qu'il y avait de l'autre côté de la Méditerranée Bouteflika, c'était une occasion
historique de trouver un modus vivendi entre la France et l'Algérie. Mais on a raté cette occasion parce qu'il y a eu le vote de la loi de février 2005, si j'ai bonne mémoire, loi dite sur les bienfaits de la colonisation, entre guillemets, et qui est une loi votée par le Parlement français qui a provoqué une rupture, là, à nouveau, entre la France et l'Algérie. Donc le traité d'amitié a été jeté à la poubelle. Et à propos d'Emmanuel Macron, on a le sentiment que dans cette relation entre Alger et Paris, le président français n'a quasiment rien en main, ou alors a tout essayé sans que, et je vous cite, que l'Algérie ne rende l'ascenseur. Oui, on a beaucoup fait de gestes du côté français vers l'Algérie. Les 2 visites du président de la République à Alger, il y est allé 2 fois, dont une fois pendant 3 jours, ce qui est beaucoup pour un président de la République. Les gestes nombreux mémoriels, le rapport Stora, etc., quoi, tout ce qu'on qualifie tout ce qu'on appelle geste mémoriel. Gérald Darmanin qui va sur la tombe du FLN. Oui, et puis surtout la restitution de crânes de combattants de la guerre, la réhabilitation de Maurice Audin, la réhabilitation de l'avocat du FLN, Ali Boumengel. Il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits par la France. Mais il n'y a jamais eu de répondant du côté algérien. Aucun geste, ni dans le domaine mémoriel, ni dans le domaine politique. Il y a eu la crise des visas il y a 2 ans, quand on a décidé de réduire le nombre de visas, de réduire de 50% le nombre de visas. Donc voilà, on est dans une période, je disais, une période baissière. Il n'y a pas de... Et pourquoi, d'après vous, l'Algérie ne rend pas l'ascenseur ? Parce que, encore une fois, ça priverait du discours anti-français. S'il n'y a plus rien à dire sur la France, tandis qu'aujourd'hui, les Algériens peuvent dire la France ne fait pas de gestes, on veut des excuses sur la colonisation, tandis que le jour où il y aura eu un accord et où il y aura eu des gestes du côté algérien, ça affaiblit ce discours. Et vous trouvez qu'on en a trop fait ? Que les politiciens français en ont trop fait ? Non, on n'en a pas trop fait, mais il eût fallu le faire en échange de gestes du côté algérien. Moi, j'avais eu l'idée, lorsque j'étais à Alger, que du côté algérien, on supprime les visas pour les personnes nées avant 1962 en Algérie, c'est-à-dire essentiellement les pieds noirs. C'est-à-dire c'est une population qui est âgée en France aujourd'hui, qui est majoritairement en France, qui est âgée, qui a envie de retourner une dernière fois en Algérie pour voir la tombe de la famille, pour voir l'appartement, la maison où ils ont vécu. Et ces gens-là, ils hésitent à aller au consulat d'Algérie, remplir des papiers pour avoir un visa, faire un dossier. Ils craignent d'y retourner, d'être mal accueillis, etc. Mais on leur dirait, voilà, vous êtes nés avant 62, vous pouvez venir en Algérie, vous êtes des enfants de la terre d'Algérie. Avant 62, vous étiez français, vous étiez algérien, vous étiez chez vous en Algérie, vous pouvez venir sans visa. Ils auraient un tampon sur leur passeport à l'arrivée à l'aéroport, comme on a dans beaucoup de pays. Et ça, les Algériens ne l'ont pas fait. Ça coûtait rien. Je reviens sur ce que vous disiez à propos de la question mémorielle. Vous avez écrit une note pour l'Institut Thomas More. Vous indiquez à propos de la question migratoire, si je vous suis, qu'on n'avancera pas sans la question mémorielle. Pour avancer sur ces questions, il faudra que la France investisse davantage, encore plus, sur la repentance à propos des anciens événements historiques. Je dis que c'est le risque que nous courons, c'est-à-dire de lier les deux aspects, la question mémorielle et la question des visas. Ce que je dis, c'est que dans la relation franco-algérienne, ce sont les 2 dossiers qui intéressent Alger. Les 2 seuls dossiers. Le reste, le gaz, l'économie, les relations industrielles, ça ne compte pas. Les 2 dossiers qui intéressent les Algériens, c'est les visas, donc l'immigration, et la question mémorielle. Alors, ce sont les deux dossiers chauds qui sont sur la table en permanence. Parce que le gaz, on peut s'en passer.
Le gaz algérien, et on n'est pas très dépendant du gaz algérien en France. Il représente 8%. seulement 8%, oui, j'allais dire 7%, mais 8% Alors que l'Espagne et l'Italie, en revanche, dépendent du gaz algérien. Nous, on a commencé à en dépendre donc, à hauteur de 8% à partir de la crise en Ukraine. Non, c'est un chiffre à peu près stable depuis plusieurs années parce qu'on a d'autres sources d'approvisionnement, notamment la Norvège, notamment le Qatar. Et puis le gaz algérien, on n'a pas il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de gazoduc entre la France et l'Algérie. Il y a un gazoduc vers l'Espagne qui est fermé maintenant parce que l'Algérie et l'Espagne sont en mauvais termes également, et un gazoduc vers l'Italie, mais il n'y a pas de terminal gazier en France. J'ai une question à propos du Maroc qui, suite au récent séisme, etc., a refusé l'aide de la France. Quelle lecture vous faites d'un point de vue diplomatique de cette démarche? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'Algérie? Alors, il y a un lien dans le sens que le Maroc a refusé, après l'avoir d'abord accepté, a refusé également l'aide algérienne. Donc, ils l'ont d'abord accepté, puis refusé. Avec la France, il n'y a pas eu de refus, il y a eu une non-réponse. Et c'est bien dans le comportement traditionnel du Maroc, c'est-à-dire on ne répond pas, on ne donne pas de refus, on ne répond pas. On ne nomme pas d'ambassadeur à Paris, on ne dit pas qu'on ne va pas en nommer un. On n'a pas rappelé l'ambassadeur précédent, mais on ne bouge pas. C'est bien dans le comportement marocain. Quelle lecture en fait? C'est le constat que notre relation et avec l'Algérie et avec le Maroc est quand même aujourd'hui sérieusement dégradée. Est-ce que c'est possible de s'entendre avec les deux? Ou alors l'un des deux autres parties... Il y a toujours eu un équilibre subtil entre l'Algérie et le Maroc. Du temps de Jacques Chirac, effectivement, il y avait cet équilibre entre le Maroc, que Chirac aimait beaucoup, il y allait passer beaucoup de vacances, je crois, et l'Algérie, avec lequel il avait une vraie relation. Donc, on peut y arriver, c'est difficile, et il faut de toute façon sortir de ce tête-à-tête France-Maroc, France-Algérie, tête-à-tête qui est malsain parce qu'on se fait piéger à chaque fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut tourner la page de la colonisation. L'Algérie est indépendante depuis 60 ans, le Maroc depuis encore plus longtemps. Mais ces deux pays, à la fois par le passé historique qu'ils ont avec la France et aujourd'hui par la question migratoire, nous enferment en quelque sorte dans un tête-à-tête malsain, franco-algérien, franco-marocain. Je pense qu'il faut aujourd'hui en sortir et mettre les choses sur la table et les traiter comme des pays normaux, mais se débarrasser, encore une fois, de ce tête-à-tête dans lequel nous sommes piégés. Est-ce que je me trompe si je dis que et le Maroc et l'Algérie attendent de la France, respectivement, une relation privilégiée à cette Voilà, chacun veut, c'est un jeu à trois et chacun veut attirer veut avoir davantage veut avoir un avantage. Alors, j'avais une idée là aussi, d'un point de vue diplomatique, je pense qu'on devrait y réfléchir, c'est que pour sortir de ce tête-à-tête, il faut que France, Italie et Espagne, les trois pays du sud de l'Europe, et puis Maroc, Algérie, Tunisie, les trois pays du Maghreb, se mettent autour d'une table, comme autour de cette table, et discutent à 6 dans un jeu qui serait 3 plus 3. 3 du nord, 3 du sud. Parce que l'Espagne et l'Italie ont les mêmes problèmes et les mêmes intérêts que nous, la question migratoire, les relations économiques, la sécurité de la Méditerranée, et puis la relation Europe-Afrique. Et les trois pays du Maghreb sont dans la même situation vis-à-vis de l'Espagne, de l'Italie et de la France. Donc, on n'a jamais essayé cette voie. Il y a eu l'UPM du temps de Sarkozy, il y a eu un forum qui s'appelle le 5 plus 5. Alors, il y a les 6 pays que j'ai mentionnés là, plus la Mauritanie, le Portugal, la Libye, mais on sait dans quel état est la Libye, et Malte. Donc, ça ne marche pas très bien. Et je pense qu'un forum 3 plus 3 vaudrait peut-être la peine d'être essayé. Mais qui prendrait pour sortir de ce tête-à-tête. Qui pourrait prendre cette initiative ?
la France en coopération avec l'Espagne et l'Italie. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron a une taille pour imposer cette Mais table? on a de pas très bonnes relations avec l'Italie aussi, pour des raisons politiques, pour des raisons diverses et variées. Avec l'Espagne, bon, je ne sais pas ce que sera le futur gouvernement espagnol, mais je pense que la continuité des États doit l'emporter sur les sensibilités politiques des uns et des autres. On est dans le même bateau, France, Italie et Espagne. Nous sommes dans le même bateau. Et ce bateau, il risque de prendre l'eau, si je peux dire. Pour l'instant, l'Union européenne est accaparée par ce qui se passe en Ukraine et regarde finalement assez peu au sud. Moi, ça m'a frappé pendant les presque 8 années que j'ai passées à Alger de voir que l'Europe est absente de cette région. L'Europe, plus l'Europe s'élargit, plus l'Europe regarde vers l'Est. Et la guerre en Ukraine a encore renforcé ce tropisme vers l'Est. Mais l'Europe a tendance à considérer que le Maghreb, c'est notre affaire, c'est notre problème. Mais non, ce n'est pas notre problème, parce que les problèmes qui naissent à Calais ne naissent pas à Calais, ils naissent en Méditerranée. Et donc l'Espagne et l'Italie sont vraiment dans le même bateau que nous, et il faut qu'on travaille avec eux. Et dépendent de nous peut-être? Non, ne dépendent pas de nous comme nous dépendons d'eux. Nous sommes vraiment dans le même bateau. Les problèmes migratoires, regardez ce qui s'est passé ces derniers jours, je crois à Lampedusa, en Italie, où des bateaux arrivent par dizaines, par centaines. J'ai vu des vidéos, peut-être que vous les avez vues, c'est assez impressionnant. Donc, et ces gens-là, ils arrivent en Italie, mais beaucoup viennent de pays francophones africains et viendront en France. Donc nous sommes dans le même bateau. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous sollicite? Non. Vous n'avez aucun lien avec des politiques du gouvernement? Non, pas. Vous n'en avez jamais eu? Non, pas particulièrement. Parce qu'il faut bien un ambassadeur pour souffler à l'oreille du président. Oui, mais il y a des tas de gens compétents qui peuvent souffler. Vous êtes optimiste, vous, sur ce cas de figure? Sur l'idée de se mettre d'accord avec et l'Espagne, l'Italie pour je trouve que ça discuter vaudrait... avec les pays du Non, Maghreb? je ne suis pas optimiste. Je suis plutôt pessimiste de nature, d'ailleurs. Mais je trouve que ça vaudrait la peine d'essayer. Parce qu'en diplomatie, il faut essayer toutes les formules. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cet entretien. Et donc, on vous retrouve désormais sur Livre Noir pour diriger le comité stratégique Voilà, oui. de cette rédaction.